Férus de curiosité et amateurs d'urbex, bienvenue. L'Islande a longtemps été appelée le triangle des Bermudes de l'aviation américaine. Pourquoi ? Parce que très souvent, les avions qui partaient de l'Amérique, ils s'échouaient en Islande. Et les deux nations se sont mises d'accord sur une chose, l'Amérique et l'Islande. Si jamais il y a un avion américain qui vient à s'écraser la gueule en Islande, l'Amérique paye à 85% des récupérations et réparations et tout ça, certes, oui, mais le seul et unique responsable, ce sera l'Islande. Seulement l'Islande, c'est-à-dire, si tu vas te trimballer avec ton petit avion américain, t'as bien de la chance, et que t'as une panne comme ça, et puis tu t'écrabouilles en Islande, tu seras mort sans doute, mais c'est l'Islande qui sera responsable de ta panne. Voilà, même si t'as plus de fuel, c'est l'Islande qui sera responsable de ta panne. Aujourd'hui, je te parle du merveilleux pays qu'est l'Islande, là où la météo est très capricieuse et peut te faire passer d'un merveilleux soleil pour te bronzer un petit peu la tronche à une pluie absolument terrifiante. Et ce, pour te parler d'un crash un peu méconnu, mais qui est plein de mystères. Alors, comme à notre habitude, faisons preuve, laisse-moi trouver l'interrupteur, de curiosité. Hello l'Islande, hello magnifique pays qui regorge de beautés incroyables, et je vais peut-être te faire tomber de ta chaise, mais il y a du wifi partout. Qu'importe où que tu sois, il y aura du wifi. Si ça c'est pas génial. Venons-en au fait. L'histoire dont je vais te parler est vraie. Ça s'est vraiment passé, c'est vraiment un gars qui est allé sur le terrain pour interroger des personnes qui ont vu cette histoire de crash. Donc je commence par la version de ces personnes, puis j'arriverai à la version de l'avion, et je reviendrai sur la version des personnes. Voilà le plan. Mets-toi en condition. Novembre 1973. Une après-midi froide, banale, Eirun est en train de tricoter chez elle tranquillement quand soudain, elle voit un avion qui est en train de tomber en direction de sa ferme. Et puis finalement, il finit par disparaître derrière une dune de sable. Quelques secondes de silence, et là... Eirun s'arrête un instant, elle pose son tricot, et avec son mari, ils partent en direction de la ferme assez urgemment. Nous sommes à Soleimasandur, qui est une ville au sud de l'Islande. Et pardonne mon accent, mais je ne parle pas très bien islandais. Je ne peux pas apprendre le suédois et l'islandais. Nos deux habitants sont donc en route avec leur tracteur, mais par manque de carburant, ils sont obligés de s'arrêter et de continuer à pied. Et c'est une vraie galère à pied, Une vraie galère. En tout cas, il y a un brouillard pas possible, et imagine-toi une seule seconde que ces gens-là, au bout de leur route, ils savent qu'ils vont trouver une carcasse sans doute cramée, explosée avec des corps de partout, de la chair, du sang, des morts et tout, un vrai carnage. En tout cas, ils s'attendent au pire, et pourtant, au bout de 5 foutus kilomètres de marche exhaustive, une carcasse d'avion, en plein milieu de la ferme. Dramatique accident, attentat, le triangle des Bermudes de l'aviation américaine qui a encore frappé, ils n'en savent rien, mais voici l'histoire. Nous débutons avec le capitaine James Wick, mission banale qui demande à survoler l'Islande, rien de grave donc, sauf que comme à son habitude dans ces terres, la météo change brusquement et les vents soufflent à 100 km accompagnés d'une température de moins 10 degrés, alors forcément ça va geler les moteurs de l'avion, puisqu'à cette époque avec une telle température sur un tel matériel, ça part en couille quand même, assez rapidement. Tremblement dans l'avion, panique, on est sur le point d'atterrir quand même sur une montagne, atterrir, s'écrabouiller la tronche, et ce, en plusieurs petits morceaux. Je parle de l'avion, mais aussi des corps, oui. Il amorce donc une chute inévitable sur le glacier le plus grand d'Europe, le Vatnajökull. À ce moment-là, les passagers, tu t'en doutes bien, connaissent leur sort, la mort. Et pourtant, un pilote de mon âge se met à prendre les commandes de l'avion et à se diriger vers le sud. Son idée, elle est toute con, c'est que s'ils tombent dans l'eau, ils vont avoir un peu plus de temps avant de mourir que se cracher la gueule sur un glacier et mourir sur le coup. Pas bête. Puis alors finalement, Gregory Fletcher de son nom, il se dit que la mer est un petit peu trop loin. Alors, il dérive un petit peu et il choisit cette magnifique plage de basalte qui appartient à Eirun, souviens-toi, la tricoteuse et son mari. L'atterrissage a de fortes chances d'être catastrophique, mais il y va. Il descend, il pique vers le basalte et là... Tu penses peut-être que ce bruitage est peu approprié tant il est doux. Eh bien non. Gregory Fletcher a réussi à faire atterrir son avion dans une douceur effarante. L'avion a pris cher, certes, mais Gregory, lui, il a sauvé tout le monde parce qu'il n'y a pas une seule victime du crash. Personne n'est mort.
Quelques heures s'écoulent pour qu'un hélicoptère de secours les repère et finalement arrivés sur place se disent « Bordel, mais vous n'avez pas d'égratignure ». Improbable quand on voit l'avion. C'est vraiment improbable. Alors du coup, belle histoire. Merci Grégory, bien joué, t'as réussi à sauver tout le monde. Mais alors attention, on revient un petit peu à Eirun, qui était en train de marcher avec son mari jusqu'à la ferme. Bon alors quand ils arrivent, le sauvetage a déjà eu lieu, il n'y a plus personne, il n'y a que la carcasse, et alors là la question fatale, finalement, normale, qu'est-ce qu'on va faire de cette merde qui est en plein milieu de notre ferme? Enfin tu déconnes ou quoi? En plus, c'est tellement habituel d'avoir des carcasses en Islande que l'Islande ne s'en occupe même pas. On peut faire ce qu'on veut dessus, l'Islande s'en fout. Alors après quelques réflexions, la famille décide de s'en utiliser comme entrepôt à bois, ce qui n'est pas con du tout, et puis comme stand de tir on va dire, pour essayer de tirer d'où les petits trous qu'on peut trouver dans la carcasse, si tu as la chance d'aller la visiter en vrai. Puis avec le temps, l'avion prend un petit peu d'âge, il est confronté à la nature terrifiante, puisque tu le sais, en Islande maintenant, la météo change tout le temps, alors bon, il a quand même pris des sacrés coups dans la tronche. Donc ça y est, on sait que l'Islande, ils se sont dit, tiens, on va bouffer tous les avions qui viennent, eh bien, c'est un fait, il a été trouvé dans des registres qui datent de cette époque, que pendant 33 ans, il y avait un crash en Islande tous les mois. Tous les foutus mois, hein, pendant 33 ans, tous les mois. Donc, petit calcul, 33 fois 12 égale... Ouais, on s'en fout. Du coup, tout ça sans que l'Islande n'ait été en guerre avec qui que ce soit. Ils ont même pas d'armée en Islande en fait. C'est simple. Je sais pas combien de pays n'ont pas d'armée, mais l'Islande n'a pas d'armée, donc ils étaient en guerre avec personne. Mais il y a un avion par mois pendant 33 ans qui venait s'écrabouiller en Islande. Voilà. Là par exemple, c'est une carcasse qui sert de bergerie à une famille. Why not? Enfin, et il y en a d'autres. Sur le lac Fate, ils ont trouvé aussi une carcasse. Ils se sont dit, tiens, ben je vais en faire une maison. Why not? Alors ce qui est drôle, c'est que là, le deuxième exemple, le gars qui a trouvé la carcasse dans le lac Fate, il se dit ouais, je veux bien en faire une maison, mais il y a qu'un morceau là quand même. Histoire d'avoir quand même un bel espace et que ce soit fermé par autre chose que du tissu. Alors, ni une ni deux, vu qu'ils se connaissent tous dans le coin, il va chez notre petite tricoteuse Eirun et elle dit oui, bon s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller chercher votre mari, j'ai une requête très importante. Alors le mari, il arrive, je sais pas pourquoi je marche comme ça, mais un mari, voilà, il dit oui, c'est tout simple, il n'a qu'une seule requête à demander. L'arrière du C-117 qui s'est écrasé dont je te parlais juste avant, qui est dans leur ferme. Pour faire une maison avec l'avant d'une carcasse et l'arrière de celui-là. Eh ben c'est chose faite, enfin. Le mari d'Eirun et le monsieur qui a trouvé la carcasse sur le lac Veit, ils découpent en deux l'avion, ils prennent l'arrière, ils vont fusionner avec l'autre morceau trouvé sur le lac, et voilà, ça fait une maison. Et encore aujourd'hui, au cas où tu te demandes, depuis tant d'années, ils vivent toujours à l'intérieur. Ils vivent toujours dans ces deux carcasses dont le fuselage est issu de deux avions américains différents. C'est ouf. Mais alors Romain, le mystère, il est où? Eh ben en fait, un petit peu partout. On peut dire que là où l'avion s'est écrasé, la ville est un petit peu maudite. Encore aujourd'hui, des gens se perdent, voire pire, meurent de façon terrible, comme par exemple beaucoup de touristes qui terminent leur course en voiture directement dans la lave, ou alors un jour où un homme prend des photos de la plage sous le soleil et là, il y a une vague qui l'écrase contre le rivage, il finira par être emporté sous les yeux de sa femme et ses enfants, impuissant contre la nature de l'Islande qui est aussi ravageuse que nos pôles. Alors finalement, sans t'avoir vendu non plus le mystère de l'année, le plus grand truc chelou, c'est quand même la survie des gens, la survie de tous les passagers, cet atterrissage brillant, tout ça, c'est quand même chelou. Puis aussi le fait que l'Islande laisse ses carcasses comme ça, sans rien en faire. Bon, c'est pas un mystère, mais c'est marrant. Alors pour terminer sur des anecdotes plutôt fun, ce site est énormément visité. On en revient toujours aux touristes finalement, c'est un fait, c'est comme ça. Mais ça doit être une visite très exceptionnelle et puis il faut avoir le courage quand même de marcher tout le long puisque c'est quasiment pas accessible sauf avec un hélicoptère. Et ben c'est la chance qu'a eu mon cher ami Wartek qui d'ailleurs est venu me voir en me disant oui je vais en Islande et tout, est-ce que je peux avoir quelques infos là-dessus? Chose qui m'a du coup donné envie de vous en parler aussi, puis j'avais déjà lu des articles sur ce sujet et je me suis dit tiens ça ferait bien Curiosity badass quoi. Et je ne regrette absolument pas. Alors on a dans un autre registre que ce cher Wartek, Justin Bieber qui pendant un clip a fait du skate sur la carcasse, MDR, drôle PTDR, lol, XD. Non mais ça peut paraître très con pour un clip. Mais ouais, bon, c'est très con. Il y a aussi eu des réalisateurs de Bollywood qui se sont dit là sur la carcasse on va faire danser un couple. Mais ils dansent très bien, alors pourquoi pas faire quelques pas de danse sur de la tôle rouillée, pourquoi pas? Et puis dans un registre encore un petit peu différent, il y a des fans de Star Trek qui y sont allés pour prendre des photos en mettant en scène l'environnement de leur univers de science-fiction phare près de la carcasse et aux alentours, ce qui est déjà bien plus créatif que foutre son skate dessus.
quand même. Il y a quelque chose de fascinant, je trouve, dans l'abandon d'un lieu ou d'un objet, comme notre carcasse, figé dans le temps, figé dans l'histoire. Pouvoir y toucher et peut-être, pour ceux qui ont des dons, ça pourrait arriver, j'en sais rien, voir des images qui concordent, ou avoir des flashs, ou avoir une émotion forte, ça arrive, ça fait froid dans le dos. Et sache que c'est peut-être le premier objet dont je parle dans Curiosity, mais c'est, crois-moi, surtout pas le dernier.